Le subfoil downwind, c'est vraiment un régal, mais ça peut vite tourner en plan galère. Dans la suite de la vidéo, je te liste quelques erreurs à éviter pour que tout se passe bien dès le début. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur ma chaîne Watersport Zone pour une nouvelle vidéo de conseils. L'idée aujourd'hui, c'est de vous lister les erreurs à éviter pour vous épargner trop de galères dans l'apprentissage de cette pratique de subfoil downwind, souvent jugée difficile mais pas si compliquée que ça lorsqu'on s'y prend de la bonne manière. Alors restez bien jusqu'au bout car l'erreur que vous devrez éviter est peut-être la dernière. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager toi aussi ton expérience en commentaire puisque tu as sûrement des choses que tu as expérimentées que tu peux apprendre à la communauté. Alors pour commencer, j'ai envie de dire que la plus grosse erreur, et souvent la plus commune, c'est de chercher à brûler les étapes, que ce soit en termes de matos ou en termes de parcours. Et le résultat, c'est un énorme risque de se brûler les ailes, à moins d'avoir un mental en acier trempé et de jamais renoncer. Donc au niveau matos, partir sur une planche trop petite ou un foil trop petit, c'est clairement pas une bonne idée. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse la vidéo de choix du matos. Mais dans l'idée, en fait, le plus important, c'est de voler. Ceux qui vous disent qu'avec telle planche ou avec tel foil, vous allez saturer trop vite et qu'il faut viser la taille d'en dessous qui glisse mieux, ils ont peut-être raison. Mais n'oubliez jamais que si vous ne volez pas, parce que vous ne tenez pas debout sur la planche ou parce que vous n'arrivez pas à ramer assez vite pour faire décoller le foil, il n'y a aucun risque de saturer. Donc vraiment, ne pas partir avec du matos trop petit. Pour autant, croire qu'une planche large sera plus stable et plus facile pour décoller, c'est parfois aussi se tromper. En fait, c'est assez dur à modéliser tant il y a de paramètres qui rentrent en jeu, longueur, largeur, shape, conditions, forme de rail, etc. Mais si j'essaie de résumer, mieux vaut long, ça veut dire plus de 7 pieds, voire même 8 pieds selon le gabarit, et un peu étroit, genre entre 20 et 22 par exemple de large, qu'une planche de longueur intermédiaire, donc moins de 7 pieds, et plus large. Autre erreur matos, c'est de négliger la pagaie. C'est sûr qu'on s'en sert pas beaucoup, mais pour autant, le moment où on s'en sert de la pagaie, il détermine tout le reste. C'est toujours pareil, hein, c'est le moment du décollage. Donc pour moi, une bonne pagaie, c'est hyper important pour mettre toutes les chances de son côté au décollage par rapport à l'efficacité du mouvement de rame. Et c'est aussi, d'ailleurs, moins de poids inutile à porter ensuite en vol. Toujours au niveau matos, il faut aussi éviter de s'encombrer avec un tas d'accessoires inutiles qui au final vous alourdissent et vous gênent. L'essentiel du matos de sécu de base est basta. Sur un parcours très court, pas besoin de camelback et compagnie, c'est du poids mal placé en hauteur, ça va pas vous aider à vous stabiliser. Donc voilà, pour partir sur un parcours très court de 3 km, peut-être une demi-heure, il n'y a pas besoin de camelback. Au niveau des parcours, il faut absolument commencer tranquille. Un parcours trop long au début, c'est de la fatigue inutile. Au début, donc il faut se dire qu'on a 10-15 tentatives de décollage dans les jambes avant d'être crevé. Donc, il faut doser son parcours en conséquence. Je pense qu'environ 3 km de distance au début, c'est largement suffisant. Quitte d'ailleurs à le reproduire plusieurs fois si au final on arrive au bout et qu'on a bien décollé, qu'on n'est pas fatigué. Parce qu'en fait le pire en downwind, c'est de tenter de décoller 10 fois, d'être crevé et de finir par 2 heures de dérive sur la planche, être à peine capable de ramer pour rejoindre le point d'arrivée. Ça c'est le pire parce que là le temps passé pour au final très peu de plaisir voire pas de plaisir, en fait ça dégoûte en fait. Donc au passage je me permets de préciser que le choix du spot, de sa mise à l'eau, des conditions adaptées à son niveau de pratique et son expérience en mer sont capitaux. Le danger c'est de se laisser griser par l'envie d'y aller coûte que coûte, même lorsque c'est pas adapté. Je pense du vent trop fort, du vent trop faible, un vent mal orienté, une météo changeante, etc. Alors une des autres erreurs les plus fréquentes, c'est aussi de se décourager après la première galère. Des plans un peu galères, on en a tous eu, ça veut dire des parcours sans décoller, des chutes à répétition, etc. Un mauvais réglage, voilà. En fait ça arrive. En ce qui concerne l'équilibre, ça vient petit à petit, jour après jour, sans rien faire d'autre qu'essayer. Il faut un peu de patience, mais le corps est fantastique, mais vraiment fantastique. Moi je suis impressionné dans sa capacité d'adaptation. Et surtout, il ne faut jamais cesser de croire qu'on en est capable. Tout part de là, croyez-moi. Donc les petites galères en downwind, ça fait partie du jeu. L'important, c'est de s'engager sur des parcours et des conditions adaptées à notre niveau et, comme je disais, à son expérience, pour pas compromettre sa sécurité ou celle des autres. Et là, j'en appelle à votre sens marin. À ce titre, une erreur peut-être simplement fatale, c'est de négliger la sécu.
Donc touchons du bois pour que ça n'arrive pas. Mais négliger la sécu, c'est l'erreur qui peut coûter très cher et à tous les sens du terme. Négliger la sécu et le regretter, c'est aussi prendre le risque de passer dans les faits divers, voire de faire interdire strictement le downwind pour tout le monde. Donc on a tous une responsabilité personnelle et collective dans notre pratique du downwind, qui est jusqu'ici tolérée par les autorités, bien qu'en marge du cadre réglementaire. Et d'ailleurs, soit dit en passant, ce serait sympa que la Fédé de Surf, qui est notre fédération délégataire, s'y intéresse un peu à ce cadre réglementaire afin d'obtenir une certaine reconnaissance et qu'on puisse pratiquer l'esprit libre. Par rapport à la sécu, ne jamais partir sans leash, sans combi ou gilet, toujours avoir son téléphone chargé sur soi. Le téléphone, c'est un élément de sécurité hyper important. Quand j'étais au cross, ils me l'ont vraiment précisé. En fait, ils peuvent nous localiser avec le téléphone du moment qu'on est en zone de couverture. Ça fonctionne super bien. Donc, toujours choisir des parcours adaptés à son niveau, je le disais, et aussi, pourquoi pas, appeler le cross au 196 par téléphone pour prévenir que vous partez et ensuite que vous arrivez. Dans le matos à avoir avec soi, je pense qu'avoir une flashlight, des scialumes, un petit couteau sur soi pour si on se prend dans un filet, et puis aussi un sifflet, c'est la base, ça prend pas beaucoup de place et ça peut sauver, typiquement ça peut vous sauver la vie. Au niveau technique, il y a 3 erreurs principales que je vois souvent. La première, c'est avant le décollage, de ramer tout le temps et pas assez fort au moment opportun. Donc il faut vraiment s'envoyer fort sur 10 coups de pagaie lorsque ça pousse derrière, lorsqu'on sent qu'il y a le bump qui est favorable. Le reste du temps, en fait, ça sert à rien de ramer. En fait, on est là, c'est juste pour la rame et c'est juste pour s'équilibrer. Donc je m'étends pas trop sur le décollage car j'ai fait un tuto détaillé là-dessus que je vous invite à voir ou à revoir ici ou via le lien en description. Maintenant, la deuxième erreur, c'est de ramer en fait les jambes trop écartées. Ça, je m'en suis rendu compte plus récemment, mais il est important de centrer les poids, notamment en longitudinal, pour ne pas perturber l'assiette de la planche. Parce qu'en fait, si l'assiette de la planche varie beaucoup sur l'eau trop tôt, et en fait, ça pousse de l'eau et c'est plus dur de prendre de la vitesse. Et le pire, c'est aussi d'avoir le pied arrière trop reculé, et du coup, la planche qui pousse de l'eau, et ensuite, en plus, la planche fait encore plus bouchon, et on croit que c'est mieux d'avoir les jambes écartées pour l'équilibre, mais en fait, c'est contre-productif parce que la planche bouge plus. Ensuite, troisième erreur, là c'est plutôt après le décollage, ça va être de trop pomper. Au début, en vol, il faut selon moi chercher à pomper le moins possible pour pas s'épuiser, surtout que souvent après le décollage on est un peu à bout de souffle, mais aussi et surtout pour sentir où se situe l'énergie. C'est pas facile parce qu'on est stressé, on a peur de retomber, mais c'est important. Et l'énergie dont on a besoin, en fait, elle se situe plus souvent derrière nous ou sur le côté qu'en fait devant, surtout avec les folios débutants. Donc pomper vers l'avant, et donc souvent en fait sur le plat entre deux vagues, c'est contre-productif, et enfin tout du moins au début. Après on verra plus tard que ça peut être bien. Une autre erreur technique, ça va être de s'embrouiller dans les réglages, et ça aussi c'est une erreur classique. Moi je vois beaucoup de gens qui ça décolle pas, ça marche pas, etc., et ils commencent à changer des stabilisateurs, des ailes, mettre des cales de rec et tout. Pour moi, en fait, c'est augmenter les chances que ça marche pas, mais pour cette fois vraiment à cause du matos. Alors que, en fait, c'est peut-être regarder les conseils, notamment ceux que j'ai donnés, pour voir si on a tout respecté. Parce qu'a priori, ça peut être un problème de réglage, mais quand on décolle pas et beaucoup jouer sur beaucoup de réglages, et c'est s'embrouiller, je pense. Donc pour positionner son foil, il y a une technique un peu empirique qui existe, qui consiste à porter son foil par l'aile avant, planche à l'envers, et de voir si la planche est équilibrée. Ça marche pas trop mal, c'est une bonne base de départ. Donc déjà pour positionner le foil avant-arrière sur la platine. Donc partir sur des réglages ou des combos de foil exotiques ou chercher à tout changer en permanence, je le disais, pour moi c'est augmenter les chances que ça marche pas à cause du matos, alors qu'au départ si ça marche pas, c'est peut-être que juste vous avez raté un autre conseil. Donc je vous invite à les revoir. Je vous mets ici les conseils que j'aurais bien aimé avoir avant de commencer le downwind, et puis ils sont aussi en description. Et enfin la dernière erreur, c'est de penser que c'est obligé de prendre la voiture, et alors que le deflate, si la configuration de votre spot permet de le faire en sécurité, c'est top parce que ça permet de choisir la distance à faire en downwind, et ça prend moins de temps qu'un downwind classique avec la logistique. Du coup,
Dans ce cas-là, on optimise le nombre de décollages et le temps de ride par rapport à la solution logistique classique. Donc un bon sac pour le deflate, et puis c'est parti. Bon, évidemment, surtout, bien vérifier que le parcours est compatible, on ne part pas vent de terre, c'est plus par vent de mer, etc. Allez, avant de partir, je te recommande de regarder une des vidéos proposées à l'écran qui sont complémentaires à celle-ci que tu viens de regarder. Merci de rester jusqu'au bout. Si ça t'a plu et si tu vois des choses à rajouter, n'hésite pas à le dire en commentaire. Il y a aussi les likes et l'abonnement qui n'attendent que toi. Allez, à samedi pour la prochaine vidéo. Bye bye.